Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui, nous retrouverons Sandy Servant de la maison Carnuta à Jupille. Elle nous parlera des 8 chênes de la forêt de Bercé sélectionnés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Nous serons de retour à la librairie Tuard du Mans pour les coups de cœur d'Anne-Sophie Tuard de ce mois de mars. Nous ferons un focus sur le spécifique zoo de Spey avec l'office de tourisme de la vallée de la Sarthe. On démarre donc cette émission avec Sandy Servant. Nous sommes de retour aujourd'hui à Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt à Jupille, avec Sandy Servant, responsable développement culturel de Carnuta. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du lien qui existe entre la forêt de Bercé et Notre-Dame de Paris. Exactement, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, la forêt de Bercé a eu la chance de fournir 8 chênes qui vont venir se positionner à un endroit un petit peu stratégique de la cathédrale de Notre-Dame. Donc c'est vrai que c'est plutôt une fierté. Et donc j'avais envie de revenir un petit peu sur toute la genèse de ce beau projet avec vous sur l'antenne. Déjà parlons peut-être du calendrier des opérations et du comment ces 8 chênes de Bercé se sont retrouvés à la capitale finalement. Et bien alors c'est vrai que ça a déjà commencé finalement en début 2021, donc ça remonte, où en fait voilà, pour reconstruire la totalité de la charpente de Notre-Dame, c'est vrai qu'ils ont fait le choix de conserver les matériaux, pas d'origine, mais de garder le bois en fait comme matériau pour la reconstruction. Et donc il leur faut 1000 chênes au total. Et donc c'est vrai que sur la forêt de Bercé, ils en ont sélectionné 8 chênes, donc qui ont été choisis par les agents de l'ONF en janvier 2021. Il y a une grosse partie en fait, c'est à peu près moite-moite on va dire, qu'il y a la moitié des forêts françaises qui sont domaniales et communales qui ont fourni des arbres, et puis aussi la moitié de forêts privées. Donc vraiment un bel élan national. Et donc voilà, sur la forêt de Bercé, ça a été après martelé un petit peu en grande pompe, parce que c'est vrai que c'était les premiers arbres à être abattus. Donc on a eu la chance de recevoir Madame Bachelot, qui était ministre de la Culture à l'époque, et Monsieur de Normandie, ministre de l'Agriculture, qui ont pu marteler les arbres. Donc ça, on en avait un petit peu parlé. Le martelage, c'est l'action où, avec le marteau, voilà, on appose le poinçon pour vraiment dire qu'ils sont sélectionnés, qu'ils vont être prêts à couper. Et puis, ils ont été coupés un petit peu dans la lancée, puisqu'il fallait le faire avant le printemps, avant la montée en sève, donc dès mars 2021. Et puis ensuite, ils sont partis en Syrie, à peu près autour de septembre 2021. Et donc là, nous, ils sont partis en Mayenne, à ce qu'on appelle la Syrie des géants. Parce que c'est vrai qu'en forêt de Bercé, on a réussi à avoir des arbres qui étaient très très longs, donc il fallait vraiment une belle scierie. Et puis ensuite, ils ont été stockés pour avoir un petit peu de temps de séchage pendant à peu près un an et demi. Et puis voilà, l'année 2022 jusqu'à 2023, ils ont été façonnés par les charpentiers pour être posés en 2024. Voilà un petit peu ce calendrier. Donc façonnés par des charpentiers, pour quelle utilité du coup ? Alors là, les chênes de la forêt de Bercé, c'est vrai qu'ils n'ont pas été choisis pour n'importe quelle pièce. Ils ont été choisis pour le tabouret en fait de la flèche. Donc le tabouret, c'est vraiment la pièce qui va soutenir la flèche. Donc là, il fallait des arbres qui vont pouvoir faire une sorte de croix un petit peu au milieu du bâtiment. Et c'est vrai que les chênes de Bercé, ils répondaient à ce cahier des charges, parce que comme on est en futée régulière en forêt de Bercé, on arrive à avoir des arbres qui sont assez élancés. Et donc là, il fallait des arbres qui avaient plus de 20 mètres de tronc, donc ce qui est plus difficile à trouver. Et donc, qu'ils fassent aussi jusqu'à 1 mètre de diamètre, puisque au final, les charpentiers ont taillé une poutre qui fait à peu près 16 mètres de long sur 40 centimètres. Donc il leur fallait quand même des très beaux arbres, et qui ont, nous, en fait, sur la parcelle sur laquelle ils ont été choisis, à peu près 230 ans. Donc voilà, donc pas les plus vieux arbres de la forêt de Bercé, mais déjà des beaux spécimens pour vraiment soutenir cette flèche-là, parce que vous imaginez quand même ça va faire un certain poids. Donc ça va être vraiment pour cette utilité-là. Des beaux spécimens qui ont été sélectionnés avec soin ? Ah bah oui, ça a été tout un travail en fait de parcourir les forêts. C'est vrai que l'ONF a mis beaucoup de temps à trouver les arbres qui allaient être le plus propices, et puis vraiment qui allaient aussi pouvoir s'adapter un peu aux contraintes de l'édifice, parce que c'est vrai que dans une cathédrale, on a beaucoup de poussées, de tensions entre le bâtiment, que ce soit les voûtes en pierre ou la charpente en bois. Donc il faut vraiment que ça réponde à ces contraintes-là. Et c'est vrai que pour ça, ils ont aussi modélisé en fait les arbres qui ont été sélectionnés.
Donc grâce à un drone, ils ont modélisé tout ça en 3D et ça permettait vraiment d'observer l'arbre, surtout le sommet en fait, et voir si toute la partie n'était pas abîmée en hauteur, et puis voir aussi s'il y avait aucun défaut, parce que c'est vrai que dans le fil du bois, voilà, il faut que la poutre elle puisse vraiment être dans son entièreté, donc vraiment repérer s'il y avait des défauts et si ça allait aussi. C'est vrai que les charpentiers en un clin d'œil, ils arrivent à voir la pièce de bois si elle va pouvoir prendre la forme avec les bonnes courbures. Donc tout ça, voilà, ça a permis d'être modélisé et on peut les voir, on peut les retrouver sur le site de l'ONF, observer ces arbres en 3D. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que en fait, depuis le départ, ils ont été tracés. Donc ils ont chaque arbre de Notre-Dame a un numéro et puis on peut ainsi suivre où est-ce que chaque arbre est placé dans la charpente. Donc c'est voilà une belle histoire qui s'écrit. Une belle histoire et donc un petit peu de Sarthe sur la prochaine façade de Notre-Dame de Paris. Avant de se quitter, Sandy, pour la deuxième partie de votre intervention, on en profite pour parler des animations de ces vacances de février du côté de Carnuta, puisqu'on est en plein dedans. Exactement, tout à fait. Donc là, on va avoir plein de petites activités pour finir les vacances. Donc avec le mercredi 6 mars où on va pouvoir sortir en forêt, c'est l'agent de l'ONF qui vous attend en forêt pour vous parler un petit peu de l'arrivée du printemps, de voir un petit peu comment la nature se réveille et puis aussi se pencher sur la mare et voir les amphibiens puisque voilà, on est en pleine période de reproduction et là voilà, les œufs sont sortis, donc de venir un petit peu comprendre le cycle des grenouilles, des crapauds et puis aussi des salamandres. Donc ça, ce sera le 6 mars à 14h30. Et puis le 7 mars, on accueille à Carnuta donc tout l'après-midi, là c'est en continu, c'est voilà en visite libre. Donc quand vous venez visiter, vous allez pouvoir passer un petit quart d'heure avec Jacques Garanger qui va vous montrer en fait comment on détermine l'âge d'un cerf en observant sa dentition. Donc voilà, c'est assez passionnant. Voilà, on observe un petit peu au microscope. C'est exactement comme un arbre finalement. On a des cercles sur la dent qui permettent de regarder l'âge du cerf. Et puis pour finir ces vacances, ce sera le vendredi 8 mars où là on a la journée un petit peu vraiment pour les enfants avec un atelier pour les tout petits, donc pour les 2-4 ans, le matin à 10h30 avec voilà, une petite histoire autour d'une maman muscardin. Et puis les enfants, bien sûr, feront une petite création qu'ils vont pouvoir ramener à la maison. Et puis l'après-midi, on a la chance d'accueillir une compagnie qu'on a déjà fait venir, qui s'appelle la Compagnie du Soulier Magique, qui revient avec son spectacle Barbamousse. Voilà, donc là c'est quelque chose qui est tout en musique, avec des jeux d'ombre, de lumière. Et puis là voilà, on a... Alors là, c'est un petit peu à contrario de Notre-Dame, mais on a voilà, un bûcheron qui veut couper un arbre, mais il y en a qui ne sont pas tous d'accord. Et puis voilà, il y a toute une petite Mimi, la petite feuille, est missionnée pour aller à la recherche de l'éternelle jeunesse. Donc voilà, il va se passer tout un flot d'histoires, vous imaginez bien. Donc ça, ce sera le 8 mars, ce sera à 16h et c'est à peu près pour les 3-8 ans. Et puis une autre journée importante, là on sort un peu des vacances, ce sera le 17 mars avec la journée internationale des forêts. Exactement, tous les ans, voilà, on essaye de célébrer la forêt, l'arbre et le bois avec une journée qui est festive, qui est vraiment ouverte à tous, qui est gratuite, qui va se passer cette année sur la commune de Prouillé-l'Aiguillé. Et donc là, voilà, on va constituer un petit village forestier dans lesquels voilà, on aura une vingtaine de partenaires qui vont participer pour vous proposer des activités. Donc voilà, ça va pouvoir être des randonnées, puisque là, les agents de l'ONF, on a également le CPE de la vallée du Loir, également l'association Grain de Sable et Pommes de Pin qui vont vous emmener en forêt pour découvrir d'un côté comment les arbres réagissent un petit peu au réchauffement climatique, d'un autre on est plutôt sur les espèces exotiques envahissantes. Et puis avec Anthony de l'ONF, on ira balader dès 6h du matin pour voir un petit peu le lever du jour. Et puis on aura également des rencontres avec des personnes qui travaillent dans la filière bois. Donc on aura par exemple un chantier forestier en forêt où on aura de l'abattage. Les gens voilà vont pouvoir venir voir abattre un arbre, comment on coupe un arbre, comment on le débarde également, comment on le sort de la forêt. Et puis après voilà sur les stands, on va pouvoir retrouver Carnuta bien sûr où on aura des choses sur les petits quiz. Le thème de cette année, c'est la forêt et l'innovation. Donc, on va essayer de voir comment on s'est, nous, un peu inspiré de la nature pour inventer, je sais pas, voilà, le velcro, par exemple, avec les fleurs qui accrochent.
plein d'autres petits jeux. On aura également des choses plus sportives avec des jeux d'orientation. On pourra essayer des fauteuils roulants qui sont un peu spéciaux pour la randonnée, donc voilà, des petits parcours. Et puis on finira la journée avec une conférence de l'ONF. Donc voilà, un programme qui est très riche, très varié. Donc là, je vous invite vraiment à le consulter sur le site de Carmita pour vraiment avoir tout le détail. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à Sandy Servan de nous avoir accompagnés aujourd'hui une nouvelle fois sur RCF Sarthe et on se dit à bientôt. À très bientôt, merci. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours à l'écoute de Faites une pause sur RCF Sarthe. Faisons maintenant un petit tour en librairie. Nous sommes de retour à la librairie Tuard avec Anne-Sophie Tuard bien sûr pour une nouvelle sélection de livres à nous présenter en ce mois de mars. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Benoît. Alors vous nous présentez d'abord un livre qui est d'actualité en cette période de crise agricole. Ça s'appelle Nourrir sans dévaster et c'est coécrit par Éric Orsena de l'Académie française et l'ancien ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Oui, c'est très non seulement intéressant, mais accessible. Et ça, c'est la force d'Éric Orsena, qui met toujours une certaine légèreté dans les choses les plus sérieuses. Et là, c'est vraiment sérieux. Il a pris ça, je dirais, presque en vue macro, économique aussi, parce que c'est évidemment une histoire d'argent, une histoire de nourriture, une histoire de survivre, une histoire des peuples, une histoire de vous et moi. C'est à petite et grande échelle comment fonctionne cette fameuse façon de se nourrir, de quel pays ça vient, comment ça traverse le monde et quels sont surtout les intérêts commerciaux, parce qu'on voit aussi dans l'historique après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait nourrir les peuples, il fallait avoir quand même la nourriture en soi, une coopération entre différents pays, mais même avec l'Amérique, moi je prends votre parfum et je le taxe pas spécialement si vous prenez, etc. C'est des questions extrêmement complexes et intéressant de ce côté-là justement, pour voir comment on peut un peu mieux faire dans l'avenir, parce qu'en même temps on bouffe la planète. Et un récit qui se nourrit aussi, sans mauvais jeu de mots, des déplacements d'Éric Orsena qui va sur le terrain constater certaines choses qu'il explique dans ce livre. C'est ça ce que j'ai trouvé toujours très intéressant, les auteurs eux-mêmes qui se déplacent. Quand on parle de l'Ukraine, on pense tous à la guerre, mais lui il est capable d'aller l'année dernière, donc tout récemment, en Ukraine avec donc certains dangers, pour voir un peu comment fonctionnent les fermes, mais qui sont pas à notre échelle du tout. Ils sont tellement gigantesques avec des hectares, j'ai oublié les chiffres, mais il y a beaucoup de zéros. Et donc les machines qui font une largeur de 18 mètres, ça doit être rien de spécial dans leur domaine, mais pour moi ça me paraît assez intéressant de voir une machine comme ça traverser les champs. Et quand Éric ose demander alors un sujet très actuel en France, les haies sont où? Ah non, ils disent, nous on a les haies, sauf que vous ne pouvez pas les voir. Ça, c'est une évidence. Quand on voit le bord de leur terrain, c'est impossible. Donc même l'Ukraine qui est totalement dans tous les jours dans les nouvelles, dans les guerres, il y a quand même une façon qui doit tourner et tout cela, ça part dans les pays, ça crée une dépendance. La Russie aimerait prendre cette place, donc c'est pas anodin leur guerre. Quand on élimine un peu l'Ukraine, c'est eux qui vont fournir le blé en pays qui seront dépendants à leur tour. Donc tout est très intéressant. Éric Orsena qui était d'ailleurs en dédicace chez Tuard il y a quelques jours. Et pour le deuxième livre, justement, une dédicace qui aura lieu dans les jours à venir le vendredi 15 mars avec Patrice Duhamel qui signe cette fois-ci un livre plus politique qui s'appelle Le chat et le renard. Très intéressant aussi parce que moi je m'intéresse très moyennement à la politique. Enfin, on est obligés tous, on subit ou on vit avec les conséquences de leurs décisions. Là, c'est plus agréable à lire. C'est léger en certaine manière. C'est les relations entre le président et le premier ministre. C'est très complexe parce que qui a exactement quel pouvoir? En théorie, c'est très facile de mettre sur papier, mais il y a un qui marche souvent sur la bande de l'autre. Il y a des cohabitations qui se passent bien parce que c'est souvent le même bord politique où c'est, on pourrait dire, plus facile. Pas quoique, mais évidemment les étincelles se passent souvent quand c'est pas le même bord politique. Et là, on a énormément d'exemples concrets. Moi, depuis 37 ans que je suis en France, j'ai vécu pas mal de ces exemples.
Et ça nous donne un peu le côté petit, humain, grand même. Il y a qui les gèrent mieux que d'autres et les pouvoirs personnels, un peu tout ce qui se passe autour de nous, ça se reflète dans les petits chapitres, agréables à lire, faciles à comprendre. Et c'est bien sûr derrière les coulisses en France. Et on le voit devant les coulisses parce que les têtes sont plus ou moins contents. Et on vit ça tous de notre façon, avec un regard qui n'est pas si loin, mais c'est intéressant de regarder comment ça se passe justement tout près derrière les coulisses. Pour en savoir plus sur ces coulisses et sur ce livre, ne pas hésiter donc à venir le 15 mars prochain, vendredi 15 mars, à la rencontre de Patrice Duhamel chez la librairie Tuard. Merci beaucoup Anne-Sophie Tuard, on se dit à bientôt. À très bientôt Benoît. Place maintenant à notre idée de sortie de la semaine dans Faites une pause avec une escale à Spey. Nous revenons dans la vallée de la Sarthe aujourd'hui avec Catherine Paulouin de l'Office de tourisme de la vallée de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'un lieu, j'ai envie de dire, emblématique de votre territoire, même de la Sarthe au sens large, puisqu'il s'agit du Spécifique Zoo de Spey. Oui, voilà, donc le Spécifique Zoo, le premier et l'unique zoo de la vallée de la Sarthe. Alors c'est vrai il a été créé en 1989, ce parc, qui était à l'époque consacré uniquement aux oiseaux, et ça se nommait d'ailleurs le Jardin des oiseaux. Et puis donc Emmanuel Lemonnier et son équipe ont fait le choix depuis 2008 de diversifier les espèces. Voilà, on est plutôt sur des petites espèces d'ailleurs, on va pas y voir des girafes ou des éléphants. Mais voilà, c'est un joli parc où les enclos sont vraiment aménagés pour voir les animaux au plus près en fait. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'espèces du coup que l'on peut voir là-bas ? Oui, tout à fait. Donc alors, ça va être des animaux rares, comme le calao à joues argenté, le dingo d'Australie, le douroucouli. Voilà, il y a des invertébrés, des batraciens, donc des oiseaux toujours quand même, avec notamment, c'est une animation qui fonctionne vraiment bien, notamment avec les enfants, c'est l'immersion dans la volière des perruches. Donc les enfants rentrent dans la volière et donc l'animation leur donne quelques graines au creux de la main et en fait ils se retrouvent avec 10-20 perruches sur le bras qui viennent picorer dans le creux de la main. Donc ça plaît beaucoup et c'est toujours la petite photo, le souvenir du Spécifique Zoo. Oui, ça fait partie, on va dire, des particularités d'un parc zoologique plutôt à taille humaine de proposer ce genre d'animation et de propositions, justement. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un site donc, pour faire une visite à faire avec tes enfants. Il faut compter à peu près 3 heures, parce que si on veut avoir participé au moins à 1 ou 2 animations, voilà, qu'on vous indique à l'entrée du parc. Et voilà, puis c'est aussi vraiment un joli parc avec une végétation naturelle, riche, diversifiée. Ça reste quand même un panorama paysager typique de la Sarthe, mais avec une végétation vraiment très riche, des allées naturelles. C'est un bel endroit. C'est vrai que c'est l'occasion de prendre un bon bol d'air et de découvrir des animaux plutôt rares et une belle végétation également. C'est ce que j'allais vous dire, puisque au-delà des animaux, ce parc zoologique, c'est aussi un vrai jardin naturel et paysager. Donc tout le monde en a pour son compte, les amoureux des animaux et les amoureux de la nature aussi au sens large. Oui, tout à fait. Et alors c'est vrai qu'il est aux portes du Mans, ce zoo. Et c'est vrai que si vous habitez alors au Mans ou à proximité, vous pouvez venir avec votre vélo. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que on peut suivre en fait la vélo buissonnière depuis le Mans. Ou alors depuis la Suze, après tout dépend d'où on vient. Et si vous arrivez avec votre vélo au Spécifique Zoo, il propose un tarif engagé, réduit. Voilà, pour vous donner une idée, le zoo, à l'entrée pour un adulte, c'est 13 €. Et donc, si vous arrivez avec votre vélo, vous payez un tarif de 10,50 €. Donc, voilà. Et puis, donc, c'est la même chose pour les ados, les enfants. Donc, je trouve que c'est un petit plus aussi pour encourager la mobilité douce en empruntant les véloroutes. C'est bon à savoir. Et du coup, le parc là, il est ouvert pendant ses vacances d'hiver. Oui, voilà, il est ouvert là, donc tous les jours pendant les vacances d'hiver et puis ensuite tous les mercredis et les week-ends pour la suite en fait du mois de mars.
Voilà, puis après, il reprendra ses horaires habituels en saison. Mais voilà, là, il est vraiment ouvert tous les jours pour les vacances. C'est le moment d'en profiter. C'est ça. Et du coup, on peut bien sûr contacter l'office de tourisme si on veut quelques renseignements supplémentaires. Oui, bien sûr, ou aller consulter le site internet également. Il y a toutes les informations. On peut même télécharger le plan du parc avant de partir. Il y a toutes les informations. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Paulouin, de nous Mais avoir je vous en prie. présenté aujourd'hui le spécifique zoo de Spey. On se retrouve bientôt sur RCF Sarthe. Merci, au revoir. Faites une pause, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.